Nous arrivons maintenant au point focal de la stratégie d'entreprise, parce que l'analyse est certes utile, mais ce n'est tout de même pas la finalité. La finalité, c'est de décider de la stratégie de l'entreprise. Et juste avant de décider, la méthode de réflexion stratégique consiste à construire quelques scénarios, 2, 3, maxi 4, et de choisir entre ces scénarios. Pour construire les 3 ou 4 scénarios, la méthode que nous vous proposons consiste à lister les questions stratégiques clés pour votre entreprise. Ça sera par exemple, si vous êtes fabricant, décider de vous diversifier dans de nouveaux produits ou pas, décider de vous intégrer en aval dans votre propre distribution ou pas. Voilà des exemples de questions stratégiques. Donc il y en aura peut-être 3 ou 4 pour votre entreprise. Pas trop, parce que sinon ça devient beaucoup trop complexe. Et donc il va falloir dans un premier temps définir ce qu'on appelle les invariants stratégiques, c'est-à-dire les questions clés pour lesquelles, à l'évidence, il n'y a qu'une seule réponse possible pour vous. Ça fera une sorte de tronc commun pour nos différents scénarios. Et puis ensuite, il y aura peut-être 2 ou 3 questions clés pour lesquelles, à chaque fois, il y aura 2 ou 3 possibilités. Vous diversifiez dans des produits en métal ou vous diversifiez dans des produits en plastique ou ne pas vous diversifier. Ça fait par exemple 3 réponses possibles sur cette question clé, par exemple. Et ensuite, en combinant les réponses à ces 2 ou 3 questions clés, ça va nous permettre de construire 2 ou 3 scénarios stratégiques qui correspondent aux combinaisons les plus cohérentes entre les réponses à ces questions clés. Le schéma qui vous est présenté ici illustre la démarche de construction de scénarios stratégiques. Ici, nous avons donc 4 scénarios stratégiques. Le fil de l'eau, qu'il est important de prendre en compte. Le fil de l'eau, ça consiste à ne rien changer. Mais c'est une stratégie possible de ne rien changer à la stratégie de votre entreprise. La stratégie, ça ne consiste pas à tout changer tout le temps. Loin de là, la constance, au contraire, est une valeur importante en stratégie d'entreprise. La deuxième stratégie envisageable, c'est la diversification de votre entreprise, qui peut être une diversification clientèle. Vous faites les mêmes produits, mais pour des clientèles différentes. Une diversification produit, là vous ne changez pas de clients, mais vous leur proposez des produits ou des services différents. Et puis ça peut être également une forme de diversification qui est la diversification géographique, c'est-à-dire vous développez dans des pays où vous n'êtes pas pour le moment présent. De la même manière, vous pouvez au contraire opter pour une stratégie de spécialisation qui consiste à réduire votre périmètre stratégique et donc à choisir de vous spécialiser sur certains produits et d'en abandonner d'autres. Vous pouvez également décider de vous spécialiser sur certaines clientèles et en abandonner d'autres, ou vous spécialiser sur certains pays. C'est la même démarche que pour la diversification, mais au lieu d'élargir, d'étendre, vous vous spécialisez et vous réduisez le champ de votre entreprise. Une autre stratégie possible, il s'agit ici de stratégie générique bien entendu, il faut ensuite regarder ça au cas par cas dans chaque entreprise, c'est la différenciation qui peut se faire soit par les coûts, soit ce qui est plutôt recommandé dans nos économies développées où les coûts sont élevés, par l'offre. Vous pouvez vous différencier par le service, par la qualité de vos produits, par le fait d'offrir des produits que personne d'autre n'offre. C'est la fameuse stratégie dite océan bleu qui consiste à inventer de nouveaux business models pour ne pas être en concurrence dans l'océan rouge où tous les requins se battent. Et donc, il s'agira de comparer ensuite ces 4 stratégies. Et c'est donc important, c'est le point de conclusion sur ce point, important d'avoir la stratégie fil de l'eau pour pouvoir comparer les autres stratégies et décider de changer uniquement si la stratégie nouvelle est meilleure que la stratégie au fil de l'eau. Alors, nous venons de construire donc plusieurs stratégies possibles, plusieurs scénarios stratégiques. Il va falloir les comparer pour décider. Alors on peut évidemment décider au feeling, beaucoup de dirigeants de PME font de cette façon-là et ce n'est pas forcément mauvais. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont réussi sans forcément avoir suivi pas à pas une démarche stratégique, mais disons que c'est plus sûr de suivre une telle démarche et donc de comparer les scénarios stratégiques entre eux. Alors, le point le plus important dans cette comparaison, c'est de définir les critères de comparaison. Et ces critères changent d'une entreprise à l'autre. Ça dépend de vos valeurs en tant que dirigeant. Et on revient ici au vouloir-faire des dirigeants. Certains dirigeants préfèrent développer leur entreprise même si elle n'est pas très rentable. D'autres vont préférer miser sur la rentabilité plutôt que de la développer. D'autres encore auront l'œil rivé
Par exemple, un groupe de presse pour lequel je suis intervenu pendant plusieurs années cherchait à réduire autant que possible le risque social parce qu'il avait un syndicat très très actif dans son entreprise et donc il s'agissait de prendre la stratégie qui minimisait le risque de grève. Voilà. Donc à chaque entreprise et à chaque dirigeant, ses valeurs et ses critères de choix. Et on va ensuite pondérer ces critères. C'est un moment très intéressant ça, quand on fait ça entre dirigeants, parce que ça permet de voir si on a bien les mêmes valeurs au sein d'une équipe dirigeante. Et donc on va définir quels sont les critères les plus importants et les critères un peu moins importants. Et puis ensuite on va pouvoir noter, donc faire ce qu'on appelle un scoring, noter chaque scénario stratégique selon ces différents critères. Alors on peut noter ça de 0 à 20 si on a la fibre scolaire, on peut noter ça de plus à moins, peu importe, l'essentiel c'est d'avoir une échelle de notation. Et donc on note chaque scénario sur chaque critère. Sur le plan de la méthode, c'est très important de noter critère par critère parce qu'en fait on va chercher à comparer les scénarios. Voyez, donc on prend chaque critère les uns après les autres et on note chaque scénario. Et on ne le fait pas en colonne, scénario par scénario. Et donc à la fin, une fois qu'on a mis les notes, eh bien, c'est comme à l'Eurovision, on a un score et on a un vainqueur. Et donc normalement un scénario qui se détache. Si le résultat ne vous convient pas, c'est-à-dire si le scénario qui arrive en tête n'est pas celui qui a votre préférence, c'est peut-être parce que certains critères sont peut-être inavouables pour vous et qu'en réfléchissant bien, c'est bien ce scénario qui est le meilleur. Ou peut-être c'est parce que vous avez omis un critère important ou vous avez surpondéré ou sous-pondéré un critère. Donc vous pouvez tenter de modifier les critères et de voir si ça change la hiérarchie. Très souvent, mon expérience, c'est qu'en modifiant un petit peu les critères, finalement, ça ne change pas forcément le résultat final et du coup, ça vous conforte plutôt dans votre prise de décision. En tous les cas, cette méthode a une vertu, c'est que dans de plus en plus de PME, et surtout quand elles deviennent plus grosses et qu'elles deviennent par exemple des ETI, entreprises de taille intermédiaire, ces entreprises entre 250 et 5000 salariés, eh bien, il ne faut pas seulement prendre une bonne décision stratégique, il faut également convaincre et entraîner l'adhésion de ses associés, voire de l'ensemble de ses salariés, et utiliser une telle technique permet de partager la décision et donc d'avoir un pouvoir d'adhésion et d'entraînement bien meilleur. La stratégie, c'est très bien, mais en PME, la stratégie, ça doit être concret. Et il faut toujours avoir un point d'arrivée concret, même si on est passé par des raisonnements prospectifs qui peuvent être très sophistiqués. Et par exemple, une stratégie doit se traduire à terme en quelques critères simples, par exemple de chiffre d'affaires, prévoir que l'activité A, B, C de votre entreprise va passer de temps à temps en chiffre d'affaires et de tel niveau à tel niveau en rentabilité. Ça tient dans un ou deux tableaux très simples et ça permet de traduire concrètement votre stratégie. Et puis ça permet aussi de vous donner à vous et à vos équipes des objectifs pour les 3 ou les 5 années à venir. Dernière spécificité des PME, vous vous en souvenez, qui s'applique ici, c'est la rareté en moyens humains et financiers. Et donc quand on n'a pas beaucoup de moyens humains et financiers, ce qui est le cas évidemment des PME, eh bien, il faut répartir les efforts dans le temps. Et donc il est très important d'avoir un plan d'action qui fasse qu'on n'ait pas tout à faire dans les premiers mois de la stratégie et que donc ça se répartisse par exemple sur 3 ans. Et donc le schéma que vous avez sous les yeux vous montre par exemple un plan d'action qui s'étale sur 3 ans avec certaines actions qui sont à lancer dès maintenant. Dans le cas ici présenté, il s'agit de lancer une diversification dans l'aéronautique et donc il y a certaines actions qui doivent démarrer tout de suite mais d'autres qui peuvent être lancées plus tard et donc il faut chercher à répartir la charge de travail pour vous-même et pour vos collaborateurs dans le temps et d'avoir également des indicateurs de suivi de ces actions pour que le cap soit effectivement suivi et que vous arriviez à bon port dans 3 ans ou dans 5 ans. En conclusion de la démarche stratégique, quelques clés pour maximiser les chances que votre stratégie soit réussie. 3 points principaux finalement pour rester simple. Le premier est vraiment du bon sens, il faut que vous puissiez vous payer cette stratégie. C'est-à-dire que cette stratégie ne nécessite pas des moyens humains ou financiers que vous n'auriez pas ou vous ne pourriez pas mobiliser. Normalement, ce point a été traité et vérifié en regardant quel est le champ potentiel d'activité de votre entreprise et notamment son pouvoir-faire humain et financier. Mais c'est quand même bien de vérifier à la fin que
Si, par exemple, la stratégie nécessite d'investir 5 millions d'euros, eh bien, vous êtes bien capable de mobiliser les 5 millions d'euros. Parce que sinon, ce qui risque de se passer, c'est que vous dépensiez, par exemple, 2 ou 3 millions d'euros et que vous vous arrêtiez au milieu du gué faute de financement. Et là, vous aurez tout perdu parce que les 2 ou 3 millions d'euros que vous aurez dépensés ne serviront à rien et seront purement gâchés. Le deuxième point et la deuxième clé de réussite, c'est que votre stratégie soit partagée, ou je dirais au moins connue et comprise de vos associés et collaborateurs. Si vous saviez le nombre d'entreprises où je me rends et où la stratégie est dans la tête du dirigeant et seulement dans la tête du dirigeant, eh bien il y en a beaucoup et ça c'est vraiment très néfaste et ça l'est de plus en plus parce que les collaborateurs et les salariés de l'entreprise, il y a 20 ou 30 ans, pouvaient accepter de travailler dans une entreprise sans forcément connaître la stratégie et sans qu'il y ait un sens donné à leur travail. Aujourd'hui, les salariés sont de plus en plus exigeants sur ce plan. Et le troisième point, enfin, c'est que vous ayez traduit votre stratégie en un plan d'action annuel et avec une répartition des actions. Ça doit normalement se terminer par une répartition des actions et des tâches entre vous et les principales personnes qui travaillent à vos côtés dans l'entreprise.